Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de la série Le Point de Vue. Alors pour vous faire un petit topo de ce que j'espère de cette nouvelle série de vidéos, enfin pas vraiment de vidéos mais plutôt on va considérer ça comme d'émissions radio, eh bien je vais essayer de m'attacher à analyser et à discuter à propos non pas de la technique mais de la pensée martiale ou de la pensée générale des maîtres qui nous expliquent dans leurs livres. Ce sont aussi des témoignages intéressants qu'ils peuvent donner, des photographies d'époque. Et je pense qu'il peut être intéressant de comprendre un petit peu le contexte dans lequel ils pratiquaient les arts martiaux français, ou comment ils voyaient les autres méthodes, que ça peut être la boxe anglaise, ou le jiu-jitsu, ou autre. Et donc je vais m'attacher à donc plutôt parler, il y aura très peu d'images, voire quasiment pas du tout, hein. Ce sera pas le but. Et donc ces vidéos ne sortiront pas le samedi midi, comme d'habitude, mais elles sortiront quand j'en ferai. Ce seront... j'ai pas envie de gréver, comme j'expliquais dans la vidéo récapitulative des 2 ans de la chaîne, j'ai pas envie de bouder le plaisir à ceux qui aiment bien voir et travailler sur la technique pure. Donc là, voilà, ce sont des vidéos qui sortiront en dilettante. Pour ce premier épisode, je souhaiterais vous parler du manuel que j'adore, celui de Julien Félix Delaunay. Vraiment, c'est un traité que j'aime beaucoup lire, d'une part, et travailler au niveau technique d'autre part. J'ai quand même vachement progressé, tant sur la façon de faire que sur comment comprendre, comment le faire, voilà, il y a des mécanismes, des choses que j'ai compris, notamment par rapport au bâton. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé à lire ce livre, je ne connaissais que le bâton fédéral, et quand j'ai ouvert ce bouquin, je me dis mais ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on nous apprend, du moins au niveau de la posture des mains et de l'esprit général, ça n'a pas grand chose à voir par rapport à ce qu'on peut trouver au bâton fédéral. Et puis il nous explique que c'est pas un jeu, hein, c'est pas un sport, c'est très bon pour le corps, pour le travailler, mais avec ça vous pouvez mettre à l'amende beaucoup de vos adversaires, si tant est qu'ils n'ont pas d'arme à feu. Et puis il y a aussi un travail sur la canne qu'on verra plus tard, hein, je vous en parlerai le moment venu. Aujourd'hui je vais m'attarder principalement sur le début du livre et ce qu'il va nous dire à propos de la boxe anglaise à l'époque, mais aussi la boxe française et le contexte de tout cela. Alors au début il nous parle de la boxe anglaise, il nous fait une petite introduction, nous parlons que c'est un art qui est très vieux, puisqu'il nous parle de Richard III, hein, et c'était un boxeur émérite, donc ça date pas d'hier, et que c'est un très bon moyen de régler les mortelles offenses, où celui qui est offensé va chercher l'offenseur et il règle ça à coups de poing. Ça c'est l'aspect, on va dire dur, puisqu'après il y a aussi un aspect beaucoup plus sportif, où on est sur du combat parier. Et là, par contre, on est sur il y a d'autres règles, il y a des règles différentes qui s'appliquent. Parce qu'en effet, suivant le contexte, on n'officie pas de la même façon. Quand c'est un duel, donc pour régler une offense ou un problème qui n'est pas sportif, où il n'y a pas de pari officiel, c'est pas un sport, hein, donc le combat dure jusqu'à ce que l'un des 2 boxeurs dise stop, qu'il en est assez. Donc, déjà, il n'y a pas de round, il n'y a pas d'arbitre, du moins c'est pas codifié avec un arbitre. Il y a des règles générales, on ne tape pas en dessous de la ceinture, et si l'adversaire tombe, on le tape pas au sol. Et à côté de ça, il y a le boxing, où là, par contre, on peut vivre de la boxe, comme on pourrait vivre un jockey, ou voilà, un entraîneur de coq de combat, ou des courses de bateau, voilà, celui qui fait de la boxe, il peut vivre grâce au pari. Et donc, ce qui lui permet de retirer un petit pécule de ses combats. Alors là, par contre, les règles sont un peu plus codifiées, hein, c'est un peu moins à l'arrache, si on peut dire, puisque, alors là, il nous explique un peu. Alors, dans un champ, on établit un carré de 6 mètres de côté, donc c'est quand même assez grand, hein. Le public est autour, et les champions entrent dans l'espace réservé, avec leurs amis, et ils ont un peu d'eau fraîche et du citron. Ils sont torse nus, et après ils attaquent, ils commencent à se taper, hein. Donc là aussi, il est interdit de frapper en dessous de la ceinture.
Si un des boxeurs tombe, ses soigneurs le relèvent, ils le font asseoir, histoire de le revigorer un peu. Si jamais il y a un coup dur et que l'adversaire tombe dans une forme de chaos, ben là on attend 1 minute, voir s'il s'en remet ou pas. S'il s'en remet, eh bien le combat continue. Aucune notion de temps, aucune notion de round, pas de temps de pause obligatoire, donc on est quand même sur une pratique assez, je dirais, assez physique. Alors Julien Félix nous explique que parfois, pendant un combat, les boxeurs peuvent s'arrêter pendant 30 ou 40 fois, et on a vu des combats qui durent 1 heure et demie, voire 2 heures, et il y en a même un qui dure 4 heures, 4h45 minutes même, très exactement, pendant laquelle un des boxeurs tomba étourdi 196 fois. Ça reste quand même assez phénoménal. Vous imaginez, vous tombez à genoux 196 fois, et 196 fois vous vous relevez pour continuer à combattre. C'est quand même une belle preuve de courage, et de volonté, hein. Mais il ne faut pas oublier surtout que ces combats sont à main nue, ou avec des bandes, hein, pour protéger les mains, et ensuite, encore après ça, il y a une autre boxe qu'on appelle le sparring, la boxe sparring, dans laquelle les boxeurs, eux, là, ils portent des gants rembourrés afin de ne pas se blesser. Mais cette boxe n'est pas en grand honneur, ce n'est pas la boxe nationale où l'on écrase le nez et l'on fait jaillir les yeux de leurs orbites. Qu'on vienne pas me dire que nos ancêtres étaient des faiblos quand même, parce que là, c'est quand même du rude, hein. Après cette petite précision, l'auteur nous explique un petit peu comment on prépare un boxeur en anglaise. Et il y a donc on va dire, deux aspects primordiaux. La première, c'est le faire sécher, avec un système de diète, de purgatif, et on lui fait porter des vêtements en laine, même quand il fait chaud, tout ça, pour qu'il transpire beaucoup et qu'il perde du poids et qu'il perde de la graisse. On évacue tout ce qui sert à rien. Et la deuxième partie, et ça a pour but de développer les muscles, d'imprimer de l'énergie, de l'explosivité, et grâce à un système d'alimentation qui carbure pas mal. En plus de ça, l'entraîneur s'occupe de forger moralement son poulain, donc il lui raconte des histoires, il explique... il fait en sorte que son poulain ne soit pas soumis à l'impatience ou à la colère. En gros, il va en faire quelqu'un qui possède un sang-froid à toute épreuve, qui ne se laisse pas emporter et qui donc reste lucide le temps d'un combat qui peut durer jusqu'à 4 heures. Donc rester lucide aussi longtemps en prenant des coups par le visage, bon, là aussi c'est une belle prouesse. La description qui suit est assez intéressante parce que il nous parle de la transformation physique du boxeur en anglaise, où en gros, je vous fais la description, hein, alors l'entraînement change complètement la nature humaine, et les membres augmentent de volume, les muscles acquièrent de la dureté, deviennent saillants, élastiques au toucher et se contractent avec une force extraordinaire sur l'influence électrique. Tout se modifie et se part des attributs de la force. L'abdomen s'efface, il a plus de gras, hein. La poitrine se bombe, la respiration ample, profonde et capable de longs efforts, tu m'étonnes. La peau est devenue ferme, lisse, mais le signe particulier et obligatoire du boxeur est d'avoir la peau d'une transparence extraordinaire. Là, faut pas faire de bronzage, hein. Placée devant une bougie allumée, la main d'un boxeur doit être diaphane et rosée. L'uniformité de la colorisation est nécessaire parce qu'elle indique une régularité parfaite dans la circulation du sang. Bon, oui, on arrive quand même à quelque chose de très très précis au niveau de la description, j'aime bien. Ensuite, on a droit à une petite description technico-tactique, où les boxeurs anglais ne prennent pas la même garde que ceux de la française, du 19e. L'épaule gauche est en avant, le bras du même côté raccourci à la hauteur de la poitrine, un peu comme une forme de bouclier, on va dire. La main tournée en dedans pour frapper en allongeant le bras. L'épaule droite est un peu effacée, le poing droit à la hauteur du menton pour parer les coups de tête. Les jambes sont écartées à une faible distance. Le bras droit est surtout destiné à parer et le gauche est fait pour porter les coups. Mais cela n'a rien d'absolu et les bras changent souvent de rôle. Donc on pourrait même présager le boxeur change de garde. Les jambes se balancent afin de donner de la force à la jambe de devant pour les coups à porter et à celle de l'arrière pour ceux à parer. On part aussi beaucoup en rompant, pour cela on se borne à soulever la jambe de l'avant en faisant porter le poids du corps sur celle de l'arrière. On utilise beaucoup les feintes par des mouvements du haut du corps, on frappe aussi en même temps qu'on part. On a toujours les yeux fixés sur l'adversaire afin de deviner les coups qu'il veut porter. On est vraiment plus sur... je trouve qu'assez assez intéressant parce qu'il y a quand même un aspect... Ça n'a pas l'air bourrin alors qu'on a des explications quand même où il se tape dessus pendant 4 heures. On a quand même l'impression que...
ils sont pas là pour encaisser les coups, et c'est celui qui encaisse le mieux au final qui va gagner, mais c'est celui qui arrivera mieux à esquiver et à frapper le plus qui gagnera. Comme dans la boxe française, il y a 3 qualités qui sont indispensables: le sang-froid, l'agilité et l'adresse. Aucune notion de force brute ou le fait d'écraser son adversaire par la violence. Au contraire, on est sur quelque chose d'assez fin et pointu. En gros, Julien Félix nous dit que la boxe anglaise réserve le bras le plus fort pour la parade, donc le bras droit quand on est droitier, et le moins fort pour l'attaque, donc le bras gauche. Alors là, c'est très important. On s'y préoccupe plus de ne pas être touché que de frapper. Ce qui est assez intéressant, c'est que on cherche d'abord à préserver le corps, même dans la boxe anglaise. On n'est pas dans une logique d'encaissement, comme on peut le voir actuellement. Dans une large généralité, on va dire. Dans la boxe française, au contraire, comme on le verra plus loin, le bras gauche est réservé pour la parade et le droit pour l'attaque. Et effectivement, quand on regarde les points pratiques et les points techniques où je traite de Julien Félix Delaunay, on s'aperçoit que le membre de l'avant est là pour dévier, un peu comme on pourrait le faire à l'épée pour faire dévier et empêcher les coups d'accéder à la cible. Et le bras arrière qui, lui, aura plus du coup, en ayant dévié, on crée un temps mort et on aura plus le temps d'envoyer un bon coup bien dirigé. Alors c'est amusant après parce que on a des petites pensées de l'époque qui me font assez marrer. Cette différence entre les deux boxes suffit à montrer le caractère particulier de deux peuples. L'anglais est pour la défensive, alors que le français est pour l'offensive. C'est une généralité qui n'a strictement, ça n'a aucun fondement en aucune manière. Chaque boxeur est unique et certains sont plutôt attaquants, d'autres sont plutôt dans le contre, certains sont dans une espèce de passivité ou pas. Enfin, il y a des milliers de profils. En plus, le profil peut changer durant l'assaut. C'est assez amusant de voir cette espèce de catégorisation suivant les nations. C'est une vision qui est vraiment à part entière, hein, et donc il faut se replonger dans le contexte et dans l'idée de l'époque. Ça fait complètement raccord par rapport au moment de l'édition du livre, mais pour nous maintenant ça peut nous porter à rire. Passons maintenant à la partie boxe française. Alors, il nous explique en gros que ce sont les prisonniers français qui étaient sur les pontons anglais, qui ont ramené la boxe anglaise et qui l'ont plus ou moins popularisée. Avant ça, la spécialité c'était la savate. Alors selon lui, c'est Caen, la ville de Caen, le berceau de cet art. Et il nous donne quelques noms. S'illustrèrent notamment Fanfan, Sabatier, Baptiste, qui était le professeur du duc de Berry. Je connais pas plus que ça. Mignon, Rochereau, Carpe, Champagne, François, Toulouse et Gadou. Rien n'était plus... Alors, petite description de l'auteur, rien n'était plus gracieux que de voir aux prises deux bons savetiers. Cela ressemblait à une véritable danse avec des imprévus en plus. Alors c'est assez étonnant d'avoir cette description parce que quand l'on regarde la savate selon Maître Lecourt, ou même, comme je suis en train de travailler dessus sur Michel Pisseux, c'est pas esthétique du tout, hein. Là on est vraiment sur quelque chose, une pratique de la savate qui franchement qui vise la destruction de l'autre sans aucune forme de procès ni d'esthétique. La boxe de Lecourt, on pourrait dire elle est moche, mais elle est aussi moche que ce qu'elle est efficace. J'aime pas trop ce mot, mais de ce qu'elle est, elle va du point A au point B, hein, il n'y a pas de fioriture, quoi. Alors je trouve ça étonnant. Alors il est fort probable que nous soyons face à des jeux de chaussons, qui étaient eux beaucoup plus voluptueux et dont l'objectif n'était pas de faire mal, mais de se faire plaisir en pratiquant, comme on peut le voir aujourd'hui maintenant, de façon contemporaine, hein. Et une approche beaucoup plus basée sur la destruction du corps de l'adversaire, où là on n'est pas du tout sur un jeu, mais on est vraiment sur du réel. Et il nous parle de Lecourt. C'est Lecourt qui a fusionné la boxe anglaise avec la savate. Un art plus complet qui s'appellera la boxe française. Ensuite, nous avons droit à un petit texte de Alexandre Dumas, dans un ouvrage intitulé Filles, Lorette et courtisanes, où il nous explique le parcours intellectuel de Charles Lecourt pour passer de la savate à la boxe française. C'est assez intéressant. On voit un petit peu le cheminement. Je pense que il y a un petit peu de romance, il y a eu un petit peu de romance un peu dedans, je pense. Cela a été rédigé par un grand écrivain, donc il a eu l'art et la manière de pouvoir
nous faire rêver. Mais en gros, il nous explique que si le français est un expert des pieds, et il n'utilise les mains que comme arme défensive, l'anglais c'est tout le contraire, c'est un expert des bras et des mains, par contre au niveau des jambes, il ne sait pas s'en servir. Et Charles Lecourt rêva donc d'une grande entreprise, celle de marier la boxe, le boxing et la savate. C'est ainsi qu'il a développé sa nouvelle méthode. Alors effectivement, quand on regarde le traité de Julien Leclerc, je le répète pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, Julien Leclerc est l'élève de Charles Lecourt, des frères Lecourt même, qui eux-mêmes, du moins pour Charles, je pense que son frère c'est la même, ils sont les élèves de Michel d'Ipisseux, donc c'est cette fameuse savate qui n'a pas de fioriture et qui rentre dans l'art directement. Eh bien, effectivement, quand on regarde le jeu de main, le jeu des poings, il n'a rien à voir avec le style de coup de poing que l'on peut retrouver, par exemple, dans la boxe de Charlemont. M'est avis, et j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, que nous avons affaire à deux types de combats à main nue, la boxe des poings à la française et le boxing anglais. Charles Lecourt a pris le parti d'étudier le boxing anglais pour pouvoir le mêler à la savate. Alors que pour Charlemont, mais tout ça ce sont que des suppositions, je ne peux rien prouver factuellement, mais pour Charlemont, il est apparent pour moi qu'il a utilisé, il a gardé le système de combat aux mains français que l'on retrouve après dans le manuel de Julien Félix Delaunay, qui est axé vraiment sur la frappe lointaine des bras et pas sur une frappe au corps assez courte comme on peut le trouver. En gros, en ayant pratiqué un petit peu, je me suis aperçu que la boxe des poings que l'on trouve dans le manuel de Lecourt est une boxe assez courte en comparaison de la boxe de Charlemont qui, elle, va vraiment chercher l'allongement et les frappes à l'allongement maximum du corps quand on veut toucher. Donc c'est vraiment intéressant, et en plus, dans la vraie vie, à l'époque, ce sont vraiment des méthodes qui sont concurrentes l'une par rapport à l'autre, chacune se traitant d'inutile, ou du moins de moins pratique et de moins efficace par rapport à l'autre. C'est assez amusant parce que les petites piques sont interposées entre les traités, ou alors ils se font des petites rencontres entre eux, tout ça. Donc il y a tout un univers quand même qui est assez amusant à décrypter et à voir en seconde ou en troisième lecture. Et je peux que vous conseiller de lire ces traités, rien que sans forcément l'aspect technique, mais vraiment lire ces petites histoires et ces petites accroches qu'il peut y avoir entre les méthodes. Julien Félix prend soin de donner le nom de plusieurs autres professeurs, et grâce lui en sont rendus, donc il nous parle de Le Boucher, Lozès, Blanc, Vigneron, Boutor, Burdin, Foucard, Boursault, Pisseux, Persson, Jacon. C'est des noms qu'on retrouve, vous voyez, on les connaît pas tous, mais Vigneron est assez connu, Le Boucher aussi, ressort le nom de Pisseux. C'est vraiment, il y a un univers. Je pense que tous devaient se connaître entre eux. Il devait y avoir pas une forme de, je dirais pas une forme de confrérie, mais je pense qu'il y avait quand même, ils avaient des rapports entre eux, et que ce soit déjà pour savoir qui était le plus fort. Mais je pense qu'il devait y avoir une certaine émulation, mais surtout il devait y avoir, je pense qu'il y avait une relation amicale entre ces professeurs, à mon avis. Ensuite, nous avons une petite remarque qui est assez intéressante, puisqu'il nous explique que la boxe, en France, n'a jamais été considérée que comme un exercice de gymnastique ou comme un moyen de défense personnelle. N'a jamais été considérée que comme un exercice de gymnastique ou comme un moyen de défense personnelle. En aucune manière, il nous parle de sport. En aucune manière. Ça rejoint toujours un peu l'assertion que j'ai tendance à répéter sans cesse dans mes vidéos, que les arts martiaux français, à la base, ne sont pas un sport, mais ils ont une utilité et un objectif bien plus précis et peut-être plus radical aussi, c'est que c'est de la défense et c'est de l'entretien. Mais on n'est pas là pour gagner des médailles. En fait, le principe est même pas évoqué. Si en Angleterre c'est très commun, enfin c'est pas forcément des médailles, mais c'est surtout de l'argent et de la gloire sur le ring, en France on n'est pas dans cette mentalité. Et alors il nous donne quelques petites techniques de nom, alors on sait pas forcément à quoi ça peut correspondre, enfin moi j'ai des petites idées, mais pour d'autres personnes ils comprendront peut-être pas forcément. Donc il y a le coup de pied de vache, qui est un temps d'arrêt en pleine poitrine.
les passements de jambes ou les mains sous-jarrées pour jeter à terre, donc ça c'est ce qui rejoint un peu le principe de la lutte qui est mêlée avec la boxe, la lutte parisienne notamment. Et on a droit à quelques petits conseils d'autodéfense, comme on peut le trouver dans les livres actuels ou sur les vidéos YouTube. Et là, c'est Théophile Gautier, qui est un grand adepte de la boxe, qui nous donne des conseils. Alors, je vais garder ça pour moi, et ce sera l'occasion de faire une petite vidéo sympathique sur les méthodes d'autodéfense à la française, selon Théophile Gautier. Je pense que ça peut vous plaire, parce qu'il y a 3 pages d'explications, et il y a des trucs, c'est un peu... ça n'a rien à envier aux techniques d'aujourd'hui, en fait. Alors, ce qui peut être assez étonnant, c'est que, en aucune manière, Monsieur Delaunay nous parle de Joseph Charlemont. Il n'existe même pas dans la liste des professeurs, alors que, suivant ce que j'en lis et ce que je peux en croire, le livre est quand même sorti en 1890, donc Joseph Charlemont, il est là, il est déjà professeur. Et je pense que Maître Delaunay n'a même pas évoqué le nom de Charlemont, tout simplement que soit il ne le connaît pas, soit il le considère comme un traître infâme. Petit rappel historique, en 1871, la France a malheureusement pris une débâcle, a pris une petite raclée, même une grosse raclée vis-à-vis des Prussiens et des Allemands regroupés sous la bannière prussienne, et ça nous a coûté un empire. Lors de la proclamation de la Troisième République, il y a Paris qui est assiégé par les Prussiens, et dans ce Paris assiégé naît un mouvement populaire, le mouvement de la Commune. Et Maître Joseph Charlemont n'est pas resté passif et inactif durant cet épisode, on va dire, pas révolutionnaire, mais de libération, on va dire, populaire, puisqu'il était quand même officier d'une compagnie, et qu'il n'était pas le dernier à aller bastailler. Je pense qu'il a dû bien faire ça comme il faut, hein, parce qu'il faut pas oublier quand même que c'est un militaire de carrière, hein, le Joseph, hein, il a fait toute la campagne d'Afrique du Nord. Il a appris les arts du combat dans l'armée, et il est devenu maître lui-même par la suite, et vraiment reconnu, hein. Plusieurs fois j'ai vu des témoignages comme quoi c'était un excellent tireur. Et donc durant la Commune, je pense qu'il s'est fait remarquer et pas en bien par le régime de Versailles, à tel point que ordre avait été donné que si les troupes l'attrapaient, il fallait qu'il soit exécuté sur le champ. Joseph Charlemont s'exile donc en Belgique grâce à son ami Choderlos, dont je sais que Superfab est en train de faire des recherches très très intéressantes sur ce maître d'armes, qui malheureusement nous a laissé que très très peu de documents, et c'est vraiment, ça aussi c'est un drame de la vie, drame de l'histoire, hein. Mais à l'occasion, je pense qu'il vous en parlera quand il pourra produire ses vidéos tranquillement. Donc, Charlemont s'exile en Belgique, et il est quand même condamné à mort par contumace. Et il sera gracié en 1879. Donc il est quand même en France au moment où Julien Félix écrit son livre, mais il n'en parle pas, alors qu'en 1890, il crée quand même la Société des boxeurs français. C'est pas rien quand même. Eh bien, Delaunay n'en parle pas. C'est étonnant. Peut-être en a-t-il une mauvaise opinion, peut-être ne l'aime-t-il pas. Ça m'étonnerait qu'il ne le connaisse pas, parce que vraiment, Charlemont a déjà écrit un livre en 1877, et c'est pas n'importe qui. Et Delaunay n'en parle pas. Y avait-il une certaine forme d'animosité, ou peut-être le fait que Delaunay ait pris cause pour la méthode Lecourt et ne voulait pas faire de publicité pour la méthode Charlemont, mais je trouve ça quand même étonnant. Ce serait intéressant si un jour on pouvait se pencher sur la question. On se retrouve donc avec un auteur qui ne parle pas d'un des principaux maîtres et de la principale méthode de boxe française qui rayonnera jusqu'au changement de paradigme après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est la fin de ce premier vlog radio, on pourrait dire, à propos donc je vais pas tout éplucher, hein, il y a encore 2 parties qu'on pourra voir tranquillement. À propos du manuel de Julien Félix Delaunay. J'espère que ce format vous a plu. Si je vois qu'il y a un peu de succès, bon, ben, j'en referai d'autres. Si je vois que c'est un beat complet, ben, malheureusement, il n'y en aura qu'un, et c'est tout. En attendant, ben, je vous souhaite de bien vous entraîner, de bien vous amuser, et à la prochaine pour les vidéos de technique pure.